propose de commencer cette séance qui a vocation à être l'avant-dernière du mandat municipal. Une séance assez chargée avec 30 délibérations, dont aucune n'est peut-être plus importante que les autres. Enfin, de par le nombre, ça peut faire une séance relativement longue du Conseil. Sont excusés Michel Thomas, qui a donné pouvoir à Patrick Lefrançois, Jean-Yves Tabourin, qui a donné pouvoir à Maryse Legrand, Christelle Cochard, qui a donné pouvoir à Marc Sage, Nora Bencheida, qui a donné pouvoir à Michel Bontour, Christian Couchy, qui a donné pouvoir à Paulette Mercier, Rita Canal, qui va peut-être arriver, mais qui, pour l'instant, a donné pouvoir à Jacques Guillemet. On attend de son arrivée, si elle arrive. Bernard Bessot, qui a donné pouvoir à Aziz Bouslimani, Catherine Chouffard à Sylvie Legendre, Alain Delarue à Sophie Milon-Auguste, Stéphane Pinault à Jean-Luc Anquetil. Pas d'autres excusés. Donc voilà, notre pouvoir Rita Canal tombe puisqu'elle est présente. Voilà. Pas d'autres excuses? Non. Le secrétaire de séance qui accepte d'assurer cette tâche qui n'est pas trop prenante. Maintenant, Mme Maryse, ça a été la première à demander, donc merci à toi. Les remerciements de Jean-Claude Leliard pour la charte France Alzheimer. Des décisions nombreuses, mais normalement il n'y a rien de vraiment nouveau, si ce n'est notamment dans la forme pour certaines conventions de mise à disposition, et donc décisions de mise à disposition. Mais, voilà, a priori, tout ce qui est proposé ici en termes de mise à disposition se faisait précédemment. Il y a des questions? Non? On continue avec le compte-rendu du conseil municipal, du dernier, celui du 14 novembre. Est-ce qu'il appelle des remarques de votre part? Il ne semble pas. Je mets au voie est-ce qu'il y a des avis contraires pour l'adopter? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Délibération, la première, on commence par l'action économique de proximité. Jacques, c'est à toi. Et donc, si l'objet, c'est une subvention exceptionnelle à l'association des commerçants et artisans actifs de Mainvilliers, par la CAM, pour se rappeler un petit peu de ce qui s'était passé dans le courant de l'année dernière, l'association s'est mise en sommeil. Donc, effectivement, il fallait la redémarrer. Donc, depuis les vacances, donc un nouveau bureau a été élu, une nouvelle équipe a été élue, mais surtout ce qui est important, c'est que ça ne va pas cantonner simplement aux acacias, donc l'équipe est en train d'être géographiquement un petit peu partout sur Mainvilliers. Pour vous tracer un peu ce qui s'est passé. Donc, vu l'article L 21-22-21 du Code général des collectivités territoriales, considérant qu'au cours de cette année 2019, la CAM a été partiellement inactive, qu'au regard d'éléments d'information manquants et de précision sur les orientations de fonctionnement de l'association au titre de l'année 2019, la collectivité n'avait pas donné suite à la demande de subvention au titre de l'exercice 2019. Considérant qu'une assemblée générale qui s'est tenue le 12 juin 2019 et qu'à son issue, un nouveau bureau associatif a été élu, que l'association s'est relancée en septembre dernier dans une dynamique d'action au profit du territoire. À titre d'exemple, aux côtés de la ville, elle va participer aux festivités de Noël 2019. Considérant que l'association s'engage également à monter des actions avec d'autres acteurs du territoire, tels que le centre socio-éducatif Jules Verne, Léo Lagrange, et plus largement, l'association multiplie l'initiative pour élargir son réseau et valoriser l'attractivité des commerçants de proximité mainvillois. Considérant les nouveaux éléments qui sont portés par l'association, que le conseil municipal est compétent pour attribuer des subventions, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle au titre de l'année 2019 au profit de l'association des commerçants et artisans actifs de Mainvilliers, c'est-à-dire la CAM, pour un montant de 750 €.
et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des actes permettant le versement de la subvention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Nous avons vu en commission plénière. Non. Je mets au point s'il y a des avis contraires, s'il y a des abstentions, l'unanimité. Donc, en l'absence d'Estelle Cochard, c'est donc Michel Bontou qui rapporte la délibération suivante. C'est bien. Ah oui. C'est bon. Donc, il s'agit là d'une subvention exceptionnelle pour les coopératives scolaires des écoles élémentaires Jean Zé et Pierre de Coubertin. Donc, il vous est rappelé que les élèves des écoles élémentaires Jean Zé et Pierre de Coubertin ont bénéficié au cours de l'année scolaire 2018-2019 d'une activité théâtre, que cette activité s'est prolongée plus que prévu, que pour honorer l'activité complémentaire, il a fallu allonger un petit peu le budget, donc 1 000 € pour chacune des écoles, que les écoles en question participent chacune à hauteur de 300 €. Il est donc proposé de verser aux coopératives scolaires une subvention exceptionnelle de 700 € chacune. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? L'unanimité. Donc, délibération suivante, c'est pour toi, Marc. Enfin, je laisse. Alors, c'est en lien avec la fermeture de l'année SACH, donc accueil de loisirs sans hébergement, les 26, 27, 30 et 31 décembre, aide financière en direction des familles. Donc, l'accueil de loisirs pendant les vacances de Noël sera ouvert seulement les 26, 27, non, les 22, les 23 et 24 décembre et 2 et 3 janvier 2020. Et donc, on propose une fermeture les 26, 27, 30 et 31 décembre prochains. On fait mieux que de la proposer. Elle est de fait. Oui, elle est de fait. Oui. Maintenant, elle est de fait. On ne va pas là-dessus, quoi. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc, ça vient en fait d'un effectif trop faible constaté depuis 2 ans. Et donc, considérant qu'il convient de ne pas porter préjudice aux familles désireuses de bénéficier pendant ces vacances d'un accueil de loisirs et eu égard aux possibilités offertes sur l'agglomération chartraine en la matière, il est proposé d'apporter à ces familles un soutien financier exceptionnel. Considérant que ce soutien doit permettre de compenser le prix payé par les familles en tant qu'usagers extérieurs. Voilà, donc je propose au conseil municipal de se prononcer sur le principe d'un versement d'une aide financière en direction des familles désireuses de bénéficier pendant les vacances d'un accueil de loisirs et de dire que le montant de l'aide se fera sur la base de transmission des justificatifs de paiement et règlement auprès des organismes d'accueil extérieurs, qu'une nouvelle délibération interviendra lors d'un prochain conseil municipal afin de lister les bénéficiaires de cette aide et du montant accordé. Merci. Donc la procédure est un petit peu lourde, mais ça peut rendre service à quelques personnes. Pas forcément un nombre très important, mais voilà, il y a des personnes qui peuvent être seules avec des enfants, travaillent à un moment où il y a du travail, etc. Pas de questions? On vote? Oui. Comment on va informer les familles? J'imagine Noël, ça arrive vite. Oui, alors ils ont eu les papiers, au lieu d'avoir un papier d'inscription pour les vacances de Noël simple, ils ont eu dessus la période d'ouverture et la possibilité de pouvoir se rapprocher du service éducation en cas de besoin autre. Voilà. On sait que ça fonctionne, vu qu'il y a déjà au moins une famille qui a fait la demande. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver des places. Mais je suppose qu'on peut mettre sur le site à partir de... le site informatique à partir de demain. C'est voté. On va faire une information supplémentaire. Enfin, vu que les familles concernées, je suppose que les places, il y en aura. On peut le penser. On peut le penser. Parce que les on ne autres peut pas l'affirmer, mais on peut le penser. Ouais. Parce que les autres villes, ils vont faire comme nous. C'est-à-dire qu'ils mettent en priorité les enfants de leur collectivité et après, c'est les places restantes. Donc, en tout cas, il faut essayer. On verra bien. Il faut essayer. À mon avis. Vous allez en juger suivant le vote que vous allez émettre. On peut voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Si, pour ceux qui sont concernés.
On passe aux finances, et c'est moi qui rapporte pour commencer sur l'indemnité du conseil du trésorier principal. Et il est tout simplement proposé d'accorder l'indemnité maximum de conseil au trésorier principal pour l'exercice 2019 à hauteur de 1 700,26 € au centime près, puisque c'est un pourcentage, à M. Christian Valerio, en dédommagement du concours demandé aux receveurs principaux pour assurer un certain nombre de prestations. Je précise que c'est a priori la dernière fois qu'on voit ce type de demande dans les communes, pas seulement à la Villiers. L'année prochaine, visiblement l'indemnité existera toujours et sera versée directement par l'État, par un processus que je ne connais pas tout à fait, mais enfin a priori, l'année prochaine, le conseil municipal ne sera pas saisi de cette manière. Est-ce qu'il y a des questions? On vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité donc. Ensuite, on a la décision modificative numéro 1. Bon, là aussi, elle a été vue en commission plénière, mais je donne l'essentiel, elle n'est pas très longue non plus. Au titre du fonctionnement, des dépenses de fonctionnement, d'un côté, nous devons rembourser une commune sur laquelle est muté un policier municipal. Non, c'est le contraire. Nous devons rembourser une commune. Oui, d'où vient un conseiller municipal, un policier municipal, pardon, je vais y arriver. D'où vient un policier municipal qui a eu une formation. Donc on doit le rembourser en partie, c'est la règle. Et d'autre part, donc il y a des fournitures d'entretien qui avaient été mises en investissement et qui ne peuvent pas, compte tenu de leur valeur, être mises en investissement. Et donc il faut les ramener en fonctionnement. On a donc besoin de 10 € pour cela, au chapitre 11. Au chapitre 65, il s'agit des subventions qui ont été votées au dernier conseil municipal ou à celui-ci, là, qui viennent de l'être, au collège Jean Massé, à l'école Jean Zay, à l'école Pierre de Coubertin, au club de basket, au club de foot et à la CAM. Tout ceci pour un montant de 16 268 € en tout. Une subvention exceptionnelle pour le CCAS, 50 000 €, parce que le CCAS manque un peu de trésorerie là, en cette fin d'année, tout ceci étant lié à la municipalisation, c'est-à-dire qu'en fonction de contraintes données par la trésorerie, il y a les versements CAF de 2019 qui devraient arriver au CCAS et qui vont en fait arriver à la ville. Donc évidemment ça fait un manque de recettes pour le CCAS. Il faut donc combler ce trou. Et puis pour les dépenses imprévues, donc il y a besoin de retirer 77 168 €. Au niveau des fonctionnements, des recettes de fonctionnement, 14 500 €. Alors cette fois-ci, c'est un agent de Mavier qui a muté quelque part et la commune nous rembourse une partie de sa formation. L'investissement, donc il s'agit là de mettre 568 489 € pour permettre le financement complet de l'ALSH sur l'année 2019. Et pour cela, il faut prendre 208 489 sur les dépenses imprévues et 360 000 sur le compte 21 sur lequel était prévu l'achat du parking des Vauroux. L'achat ne se fera pas en 2019, il se fera quelque chose en 2020. On est en train de voir ça en liaison avec le SIPPV et la commune de Lucé. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On peut voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est unanime. On avance, on arrive à la délibération suivante, avec les avances sur subvention habituelles, j'ai envie de dire, à cette époque de l'année. 2 000 € pour les majorettes, 25 000 € pour le handball, 31 000 € pour le foot et 150 000 € pour le CCAS. Là, c'est pour l'année 2020 et pas 2019 comme tout à l'heure. Bon, 150 000 € est peut-être un petit peu confortable, compte tenu du fait qu'il y a 2 secteurs qui sont municipalisés, mais de toute façon, voilà, ça veut dire que la subvention sera peut-être moins importante au niveau du BP, la subvention nécessaire, le reste qui aura versé sera peut-être un peu moins nécessaire, mais il vaut mieux être prudent, dans la mesure où CCAS n'a pas une trésorerie très très forte pour l'instant. On peut voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité.
La délibération suivante correspond aux investissements anticipés qui ont été vus lors de la commission cette fois-ci plénière je devais l'être marqué quelque part, il y a une commission plénière il y a une semaine à peu près. Non, pas celle-ci. C'était le 3 décembre. Le 3 décembre, c'était un lundi 3. Voilà, c'est ça. Alors, il s'agit ici, vous savez que, en fait, aucun investissement ne peut être engagé, liquidé et mandaté avant l'adoption du budget primitif de l'année, sauf s'il y a une délibération express, et ceci dans la limite du quart des montants inscrits l'année précédente hors remboursement de la dette. Alors, il se trouve que l'an dernier, donc, sur les deux chapitres, enfin sur les en investissement, dépenses d'investissement, elle s'élève à 6 925 255 en inscription, pardon, au BP. Et donc le quart correspond à 1 731 314. Mais en fait, ce quart s'applique par chapitre. Ce qui veut dire qu'au chapitre 21, on peut inscrire en anticipé au maximum 719 843, et au chapitre 23, qui correspond à l'inscription du CLSH en 2019, on peut inscrire au maximum 947 354. On n'avait aucune proposition d'inscription d'investissement au chapitre 23 cette année, donc on a listé, a été proposé en commission un certain nombre d'investissements sur le chapitre 21. J'ajoute qu'il n'y a pas d'obligation de lister toutes ces propositions. Le vote se fait sur l'obligation, c'est sur le quart maximum du montant de l'année précédente. Cependant, si vous avez des questions sur la liste, pas de souci, on peut y répondre. S'il y a des questions. Non? On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Unanimité. C'est toujours pour moi avec la municipalisation des activités de la petite enfance et du foyer restaurant Malherine Foucard, avec des transferts d'immobilisation. Il vous est proposé d'accepter le transfert des immobilisations dont la liste figure à l'annexe A du présent rapport de délibération du CCAS de Mavilliers vers la commune de Mavilliers. La valeur nette comptable de ces biens s'élève à 52 506 €. Donc ceci est dans les annexes, c'est ce qui est, je suppose, affiché à l'écran. Merci à vous. De m'autoriser à demander l'inscription de ces immobilisations au patrimoine de la commune de Mavilliers suite à la séance du conseil municipal du 16 mai 2019. C'est la délibération 4, je suppose, c'est ça, portant municipalisation de la petite enfance et du foyer restaurant Malherine Foucard. Cette demande sera transmise au comptable public. De préciser que les biens transférés correspondent uniquement aux compétences transférées. Les autres biens sont conservés dans le patrimoine du CCAS. Et de préciser que ce transfert comptable se fera par opération non budgétaire. Ce qui doit vouloir dire opération d'ordre, je suppose, non? C'est pas ça? Oui, je crois. Est-ce que... il y a des questions? On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. On passe au chapitre intercommunalité avec une délibération concernant le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la fameuse CLEC, pour des compétences. Il y a 6 compétences en tout, éclairage public, périscolaire et scolaire. Il me semble même qu'il y en a d'autres que ça. Puisqu'elles sont actées en dessous. Il y a en plus le transfert des services liés à l'éclairage public, il y a les bornes de recharge pour véhicules électriques, il y a le gaz, il y a les redevances de concession de gaz, voilà, la lutte contre l'incendie, la compétence scolaire, cantine des élèves maternels et primaires et le périscolaire. Ça ne concerne pas toujours les mêmes communes, souvent ça concerne les communes, les dernières communes qui sont entrées dans l'agglomération, les 20 communes du côté de Maintenon. Ça a déjà été vu en commission plénière. Est-ce que vous souhaitez davantage d'informations? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je pense que sinon, voilà, s'il
Si on veut présenter en détail cette délibération, on peut en avoir pour une bonne demi-heure. Mais je suis prêt à, y compris projeter des documents, etc. Enfin, Romain est prêt à le faire, plus exactement. Non, c'est bon, on peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Il y a des abstentions unanimes. Nous arrivons à la petite enfance, en l'absence de Estelle Cochard, excusez, c'est Michel Botou qui rapporte. Donc la délibération 10, donc ça concerne effectivement le pôle petite enfance Les Mavilous avec le règlement de fonctionnement qui est applicable au 1er janvier 2020. Donc comme vous le savez, suite à la municipalisation et à la création des services de la petite enfance et du foyer restaurant Marilène Foucard et à l'approbation des services de la protection maternelle et infantile du conseil départemental d'Eure-et-Loir ainsi que ceux de la caisse d'allocation familiale, considérant que le pôle petite enfance est une entité unique qui regroupe le multi-accueil, la crèche familiale et le relais assistante maternelle, il vous est donc proposé d'approuver le règlement de fonctionnement unique du pôle petite enfance Les Mavilous qui est annexé, d'approuver le règlement de fonctionnement de la crèche familiale à destination des assistantes maternelles et d'approuver les formulaires, donc documents préparatoires au contrat d'accueil régulier et documents préparatoires au contrat d'accueil occasionnel qui est également annexé. Merci. Vous avez des questions donc, sur... voilà, enfin, si évidemment, la majorité d'entre vous qui n'est pas administrateur du CCAS, donc vous découvrez évidemment le dossier, ceux qui étaient au CCAS ne le découvrent pas évidemment. Ça a été toiletté seulement, un certain nombre de règlements ont été toilettés, mais voilà, globalement il n'y a pas de nouveauté majeure. Il y a des questions. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité. Nous continuons, le chef. Donc nous passons au rapport 11, donc ça concerne toujours le pôle petite enfance, le conventionnement avec la caisse d'allocation familiale. On est toujours dans le cadre de la municipalisation à compter du 1er janvier 2020. Et donc là, il s'agit du partenariat avec la caisse d'allocation familiale et la nécessité de percevoir la prestation de service unique pour assurer la pérennité des structures. Donc il vous est proposé d'autoriser le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement et d'autoriser également le maire à percevoir les financements correspondants et à signer tous les actes afférents à cette délibération. Alors, je vous invite fortement à voter cette délibération parce qu'il y a des recettes derrière qui ne viendraient pas dans le cas contraire. Est-ce qu'il y a des questions cependant? La CAF doit subventionner à peu près à 30%, je pense, en toute grandeur, pour les petites enfances. Pas de questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ils sont unanimes. Nous continuons. Donc la délibération 12, donc c'est dans la suite de ce que nous avons vu précédemment. Là, il s'agit du conventionnement avec la mutualité sociale agricole. Donc il vous est proposé également d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de prestation de service unique avec la mutualité sociale agricole et de percevoir les financements qui correspondent et à signer tous les actes afférents à cette délibération. Alors évidemment, là, les recettes sont moins importantes parce qu'on a moins de personnes, d'enfants, de parents ressortissants de la MSA, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons de se priver de cette recette. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous continuons, Michel. Alors nous passons à la délibération 14, donc délibération que la 13, 12, 14, je ne l'ai pas. Merci Marc. Alors, donc la délibération 13, les centres de remboursement des chèques emploi-service, donc l'affiliation, donc on est toujours dans la municipalisation du pôle petite enfance avec les CESU. Donc là, on vous propose de décider de l'affiliation de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 au centre de remboursement des chèques emploi-service universel et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents qui sont liés à cette adhésion et d'engager les frais d'inscription à hauteur de 40 € pour la crèche familiale et 40 € pour le multi-accueil et de dire que les crédits seront inscrits au budget
primitif de l'exercice 2020. Voilà, malgré ces deux petites inscriptions financières, je vous invite là aussi à voter la subvention, à voter la délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci. L'unanimité. Nous continuons. Alors, cette fois-ci, avec les ressources humaines, en l'absence de Jean-Yves Trémourin, excusez, c'est donc Michel également qui rapporte. Donc là, nous sommes bien à la délibération 14. Donc ça concerne le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, d'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, avec la modification numéro 2. Donc c'est un document qui est un petit peu long. Donc je vous propose de nous attarder plus particulièrement sur les domaines pour lesquels il y a eu des changements, enfin des changements qui vous sont proposés. Donc pour cela, on va aller directement à la page numéro 5. Donc ça concerne principalement les heures supplémentaires. Donc les heures sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui sont effectuées et autorisées en amont à la demande de la DGS ou d'un directeur quand elles sortent des plages autorisées par le système de pointage pour les agents qui badgent ou du planning annuel pour les agents annualisés. Donc on reprend les motifs de recours aux heures supplémentaires. Ça concerne également les heures effectuées dans le cadre des plages autorisées par le système de pointage, donc là toujours pour les agents qui badgent au regard du planning annuel qui conduisent l'agent à être écrêté en fin de mois, plus de 23h10 sur le compteur, sans pouvoir récupérer ces heures en raison d'un contexte particulier dans le service. Ceci doit rester exceptionnel et doit faire l'objet en amont d'un accord du chef de service et du directeur concerné. Voilà. La récupération, le paiement également, les heures supplémentaires sont récupérées en priorité en tenant compte des nécessités. Pour les heures qui sortent des horaires habituels, la récupération ne peut se faire que sous forme de demi-journée, sauf pour la Saint-Hilaire et la fête du sport, où la récupération est autorisée en journée complète. Pour les heures qui sont réalisées en raison d'un contexte particulier dans le service, la récupération sous forme d'une journée complète pourra être sollicitée par l'agent auprès du directeur concerné. Précédemment, ce n'était possible que dans le cadre d'une demi-journée. Pour les heures qui sont réalisées en raison d'un contexte particulier dans le service, donc le paiement des heures dépassant 23h10 au compteur de l'agent en fin de mois devra faire l'objet d'un accord du directeur, donc 50% étaient précédemment payés, 50% récupérés. Pour le reste, il n'y a pas de modification. On va ensuite à la page 6, où là, effectivement, sur le point 3, prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, il y a une modification qui est apportée avec un montant maximal de 15%. Pas mettre maximal, je crois. Alors, on retire, c'est ça. Oui. C'est la précision, voilà, à apporter. Et puis pour le reste, il n'y a pas de modification, si ce n'est pour les filières sanitaires et sociales, page 8, avec la prime de service, où là, effectivement, on est dans le cadre également de la municipalisation du pôle petite enfance, et donc c'est un sujet qui est ramené dans les recettes communales. C'est ça, oui. Ça figurait avant au CCAS, quoi. Voilà. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions sur une délibération? Évidemment, j'ai dit que c'était pas forcément une plus importante que l'autre. Sans aucun doute, celle-ci est quand même la plus lourde. Mais elle a fait l'objet évidemment d'un avis favorable du comité technique, donc en gros des agents de la ville, de leurs représentants. Et, il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve qui sont d'ailleurs éventuellement correspondant à leur demande, quoi. Et on a émis un avis favorable. Pas de questions? On peut voter? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, donc. Délibération suivante, c'est donc la 15. Donc la 15, donc ça concerne le régime indemnitaire des assistantes maternelles, donc sa mise en œuvre.
Donc toujours dans le cadre de la municipalisation et la création des services de la petite enfance. Donc les assistantes maternelles sont employées par les collectivités territoriales, sont une catégorie particulière. Leur statut mêle les règles de droit privé et d'autres relèvent de la fonction publique territoriale. Donc il vous est proposé de mettre en place à compter du 1er janvier 2020 leur régime indemnitaire comme détaillé ci-dessous. Donc on reprend plusieurs points, le salaire de base, les heures supplémentaires, les heures du samedi, les heures de nuit, l'indemnité d'entretien, les indemnités de repas, l'indemnité de suggestion, le remplacement temporaire, l'absence d'un enfant, l'adaptation, les fins de placement, l'indemnité d'attente, de formation et la prime de fin d'année. Oui, donc un régime indemnitaire très particulier, encore une fois qui n'était pas inconnu au CCAS, mais que certains d'entre vous peuvent découvrir, bien évidemment. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien évité donc. Ensuite, nous arrivons à la délibération 16. Donc la délibération 16 concerne la participation à la protection sociale complémentaire santé des agents de la collectivité. Donc avec une modification du montant de la participation de l'employeur. Donc il vous est rappelé que les collectivités territoriales se doivent de financer la protection sociale complémentaire de leurs agents. Donc au regard de la demande de réévaluation formulée par les représentants du personnel lors du comité technique unique du 14 octobre 2019, il vous est proposé donc d'abroger les dispositions de la délibération de 2016 de la séance du conseil municipal du 9 novembre et de fixer les conditions au versement d'une participation financière de la collectivité au titre de la protection sociale. Donc il y a 4 articles de repris. Donc les bénéficiaires, les agents et leurs ayants droit avec les pièces justificatives à fournir, le montant de la participation et le versement, avec quand même des modifications, notamment pour les agents sans enfants, il est proposé 25,50 €, soit une augmentation de 5 €, avec un enfant 27 €, également une augmentation de 5 €, un agent avec 2 enfants et plus, 29 € avec une augmentation de 5 €, les changements de situation de l'assuré et l'application du dispositif. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, voilà, c'est essentiellement un coup de pouce au montant de la participation pour les agents qui demandent à bénéficier de cette possibilité, puisque tout le monde ne le demande pas. Parce qu'ils peuvent le demander dans d'autres collectivités, ça dépend du statut familial, quoi. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. On continue avec toi, Michel, cette fois-ci dans le cadre de ta délégation Tranquillité et Sécurité. Donc la délibération 17, donc ça concerne la fourrière animale avec le conventionnement avec l'association fourrière départementale et une autorisation de signature. Donc pour mémoire, le département ne peut plus intervenir dans la gestion de la fourrière animale pour le compte des communes. Donc jusqu'à présent, il était, jusqu'à fin 2017, c'était cela qui était appliqué. Et depuis la loi NOTE du 7 août 2015, il y a donc une remise en cause. Donc la convention conclue avec l'association fourrière départementale par délibération arrive à échéance au 31 décembre prochain, comme le prévoit son article 10. Cependant, la commune doit disposer d'une fourrière communale qui est apte à l'accueil et à la garde des animaux errants ou en état de divagation. Elle doit soit disposer d'un service en régie directe ou alors mettre en œuvre ce service par l'intermédiaire d'un délégataire. Donc c'est ce que nous proposons puisque la commune est intéressée par ce mode de gestion avec une mise en délégation du service public de sa fourrière animale. Donc on vous met la grille tarifaire en fonction de la strate de la commune, soit pour Mainvilliers les montants suivants, donc un hébergement
à 0,55 €, une capture à 0,20 €, soit un total de 0,75 €. Donc il vous est donc proposé de confier la gestion de son service public à la fourrière communale animale à l'association fourrière départementale et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui est annexée. Merci. Il y a des questions sur ce sujet? Donc, on l'avait déjà vu l'an dernier pour la première fois. Hein. Oui. Sylvie. Par expérience d'élu de permanence, il me semble que c'est un peu compliqué de les joindre. Alors Est-ce que ça l'était, ça l'était c'est un peu mieux. Il y a eu un changement. Oui, justement, sur le point faible qui était le week-end, on a obtenu d'eux qu'ils puissent se déplacer à certains moments, ou au mieux qu'on mette l'animal dans une cage dont on a la clé. D'accord. Il y a eu sur un week-end, il y a eu Oui, oui. un élu et les gardiens qui ont été plutôt ennuyés. Oui, il faut au Jusqu'à moins, week-end peut-être même Ah. le soir. Oui. Bon, alors j'ai Ça au peut- moins su sur un week-end. D'accord. Mais effectivement, moi, je n'étais pas prête à re-signer s'il n'y avait pas amélioration. Et on leur a demandé, mais du premier coup, ils ont accepté. Alors, il a fallu qu'on leur demande quand même, évidemment. Donc, j'espère que ça ira mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et donc, nous arrivons à toi, Sylvie, sur deux délégations. D'abord les seniors aînés et ensuite le service à la population. Donc, oui, je vise. Là, il s'agit d'une délibération considérant les tarifs de repas, enfin tous les tarifs d'ailleurs du foyer Marie-Hélène Focard. Lors de la municipalisation, nous avions en septembre voté au conseil municipal ces tarifs pour la ville. Or, on s'est aperçu en travaillant sur les dossiers qu'on n'avait pas, on était obligé de sortir la TVA. Vous me dites si je me trompe, c'est bien ça? C'est purement une question comptable, hein, me semble-t-il. Donc c'est dans les écrits, certaines lignes ont besoin de ressortir la TVA. Cependant, ça ne change rien au tarif, hein, c'est juste qu'il faut les présenter. Voilà. Il s'agit de la ligne sur les repas des agents et des élus de la commune. On rectifie comment on dit ça, en direct, voilà. Donc c'est là, il y a 5 lignes, je crois, modifiées ou à compléter. Il y a 7,8% de TVA sur les repas des agents et des élus. Le café, c'est pareil, me semble-t-il. Oui, c'est le même taux, ça, c'est Voilà, sûr. c'est le même taux. Et par contre, sur les locations de salles, il s'agit d'une TVA à 20%. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Et donc, ça c'est plus bas, là, voilà. C'est pas là, c'est plus bas, Romain. C'est ici, voilà. Donc c'est 80 à 67 hors taxe, soit 98, hein, c'est ce qui a été dit en commission plénière. C'est 50, c'est ça, c'est ce que j'entends. Et c'est ça. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai entendu également. Alors, voilà, maintenant qu'on a que la délibération est complétée, est-ce qu'il y a des... tu avais terminé la présentation? Oui, oui, c'était la remise, enfin, rien de plus. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? L'unanimité, c'est toujours à toi. Toujours concernant le foyer restaurant Marie-Hélène Focard, sur les repas des seniors et des aînés de fin d'année, enfin annuel, toujours dans le cadre du toilettage, on s'est aperçu que l'on appliquait un tarif pour les accompagnants. On savait qu'une personne seule peut avoir un invité. On a toujours appliqué, enfin, à ma connaissance, le tarif de 30 € pour cette personne. Depuis plusieurs années, toujours. Oui, voilà, depuis plusieurs années. 30 € par personne invitée par quelqu'un. Or, il n'y avait pas de délibération, semble-t-il. Voilà. Donc, c'est pour rattraper cette erreur. Et il faut du moins le faire au niveau de la ville, quoi. Voilà. Donc, il vous est proposé de fixer à partir du 1er janvier 2020 le tarif applicable
aux accompagnants du repas des seniors à 30 € hors taxe par personne avec un taux de TVA qui est de 0%. Donc voilà, on sera dans les clous avec cette délibération. Oui, et personne n'avait vu avant, donc je ne pense pas que ça amène des problèmes. Quand je dis personne, Non, c'est juste... trésorerie, etc. Voilà. C'est vrai que la municipalisation a permis de débusquer un certain nombre Voilà. de ratés, de pratiques anciennes qui... Voilà. Il y aura peut-être des oublis, qu'on souhaite le moins nombre possible, mais voilà, Quand ça même, permet il y a aussi de débusquer. un travail de fourmi, il me semble, fait. Ben oui, bien sûr. Mais malgré ça, c'est Oui. complexe, hein, c'est lourd, une municipalisation, c'est normal. Hein. Difficile de penser à tout. On peut voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? L'unanimité. Sylvie, toujours à toi. Donc cette fois, il s'agit des services à la population, les tarifs de location de salle, tarifs annuels, délibération qui change les tarifs, qui revoit les tarifs. On propose une augmentation de 1,29% par rapport à l'an dernier. Donc je n'ai pas trop envie de vous lire tout le détail parce que ce serait un peu fastidieux. Je veux juste pointer aussi qu'on ne propose plus donc, de location de la maison de quartier, ni évidemment les salles de Jean Charpentier puisqu'elles ne sont plus disponibles. Voilà. Je pense que c'est tout sur cette délibération parce que je ne relis pas tous les tarifs individuellement, ça me semble beaucoup. Enfin, je peux les lire si vous voulez, mais c'est inutile. Juste application de 1,29% d'augmentation, donc on vous demande d'approuver cette augmentation, qui est comme d'habitude liée au calcul des fluides, du personnel, enfin... Plus précisément, donc, pour les locations de salles, 84% des dépenses sont liées à des charges de personnel, dont l'augmentation est de 1,78%. 13% sont liés à des services, dont l'augmentation est de 1,08%. Et 3% sont liés à de l'énergie, dont l'augmentation est de 1,75%. Donc, si les chiffres que je viens de vous donner donnent une augmentation de 1,29%. Je rappelle que c'est une méthode qui est très mavilloise, mais qui permet d'être au plus juste de la réalité de l'augmentation que nous subissons. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Oui, c'est toujours à toi. Concernant les tarifs de cimetière, alors sur le même principe, l'augmentation proposée est de 1,65% sur l'ensemble des tarifs. Vous savez que c'est la dernière, c'est pas la dernière année. L'an dernier, c'était la dernière année où il y avait le rattrapage de 5%, 10%, pardon, 10% sur 5 ans. Je confondais les 5 et voilà. Donc comme c'est terminé, on applique le principe habituel, mais là pour les cimetières, c'est 1,65%. Le calcul étant fait différemment selon le service proposé. C'est les pourcentages qui sont un peu différents. Bon, c'est très très peu, au lieu de 84%, ici c'est 83%, au lieu de 13%, c'est 14%, et pour l'énergie, c'est le même montant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Clara, je ferme, c'est tout, voilà. Juste une explication de vote, c'est les autres années nous votions contre l'augmentation de 10%, et bien cette année nous avons voté pour une augmentation qui est calculée au plus juste. Alors, elles correspondent, disons, à l'augmentation du coût. Et précédemment, je répète que si nous l'avions fait, c'était dans le cadre des baisses de recettes que subissait la commune, de différents horizons, de l'État, mais aussi de l'agglomération, et plus de l'agglomération que de l'État, en ce qui nous concerne. C'est pas pour toutes les communes, donc comme on est un cas particulier, il faut toujours le redire. Et dans ce cadre-là, on avait estimé, effectivement, au niveau de la majorité, que pour ce service-là, et on n'a pas du tout fait la même chose avec d'autres services comme le périscolaire, comme l'extrascolaire, comme la petite enfance, etc. Mais pour ce service-là, on estimait qu'on pouvait être à peu près au coût de revient, on pouvait demander à l'usager à peu près le coût de revient. Voilà pourquoi on avait fait pendant un certain nombre d'années
une augmentation de 10%. Voilà, donc c'était effectivement un choix, mais qui était lié, encore une fois, à des baisses de recettes qui n'étaient pas dues de notre fait, mais encore une fois, extérieures à nous, encore une fois, au final très peu de la part de l'État, puisqu'on croyait que la DGF allait, les dotations allaient beaucoup baisser, alors la DGF a pas mal baissé, mais la DSU a augmenté dans des proportions au moins aussi bonnes que la baisse, hein, parce qu'au final, on a reçu plus d'augmentation de DSU que de baisse de DGF. Par contre, dans le cadre de l'agrandissement de l'agglomération, on a, vous savez, on va vous rappeler, hein, on a perdu de mémoire 30% de notre DSU, alors que Chartres on a perçu que 6% de mémoire, et que Lucé, qui était à la moyenne, a perdu 11%. Donc le delta entre 11% et 25% pour nous, c'est une ponction supplémentaire, vous vous rappelez bien, qui était au bénéfice de la ville de Chartres, qui, elle, avait une ponction de 6%, alors que la moyenne aurait été de 11%. Donc c'est parce qu'il y a eu ce phénomène-là que nous avons été amenés à prendre des mesures telles que celle-ci. Donc c'est pas de gaieté de cœur, c'est en liaison avec des éléments extérieurs qui sont d'ailleurs tout à fait anormaux, puisque cette DSU, cette DSC, pardon, qui porte le nom de dotation de solidarité communautaire, elle n'a rien de solidaire. Mais alors rien. Pas d'autres interventions, oui. Moi, je voudrais quand même dire que on n'a quand même pas voulu rattraper uniquement par rapport à ça sur le cimetière. On n'a pas rattrapé le montant. Non mais il faut dire que c'était un service particulièrement déficitaire, donc ça a été plutôt la priorité. Non ? Non. Nous ne serons pas d'accord sur ce sujet-là. Non, pour moi, non. C'est parce qu'on avait des baisses de recettes qu'il fallait trouver, et on a estimé que sur ce service-là, il n'était pas satisfait. Ah non, mais dans ce cas-là, il aurait fallu rattraper dans tous les domaines. Non, mais c'est que voilà, c'est pas le choix qu'on a fait politique. C'est pas le choix politique. On était quand même déficitaire sur ce service, c'est pour ça qu'on a augmenté. On était par exemple à 50% de participation, par exemple, et on a fait le choix de demander une participation plus importante en pourcentage sur le coût réel. Voilà. Mais alors qu'ailleurs, sur la petite enfance, ou sur le périscolaire, sur l'extrascolaire, effectivement, on demande une participation, ou même sur les personnes âgées, par exemple. Pour les personnes âgées, on demande 50% de participation, en gros. Pour le périscolaire, on demande au maximum 50%, mais on doit commencer à 10% de mémoire. D'autres interventions? Mais par contre, évidemment que on n'a pas pris, encore une fois, son intervention était souhaitable, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on a, grâce à cette augmentation de tarifs, comblé la totalité de la perte que nous avons de la DSC. Ah non. Est-ce qu'il y a pas davantage d'interventions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est unanime. On continue avec chaque guillemet, par contre, puisqu'il s'agit de redevance d'occupation du domaine public, mais lié à l'action économique. Donc, vous voyez la délibération par rapport au tarif de redevance d'occupation du domaine public. Considérant que la proposition des tarifs de redevance pour l'occupation du domaine public s'appuie sur l'analyse de la structure des coûts associés, c'est-à-dire les charges du personnel, l'énergie, les autres frais de fonctionnement, que la connaissance des catégories de coûts et de leurs poids respectifs permet de proposer une augmentation des tarifs en cohérence avec l'évolution du coût réel supporté par la ville. Aussi, à partir du 1er janvier 2020, une augmentation de 1,73% est proposée. Je ne vous lis pas tous les tarifs, mais vous voyez que pour les trois quarts, c'est que des centimes d'euros.
avec l'aval évidemment des gens concernés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non? Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous continuons, ou revenons plutôt à toi Sylvie pour une dernière délibération. Jacques, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ah oui, il faut que tu portes la parole. Cette fois, il s'agit du recensement de la population, donc la rémunération des agents recenseurs. Vous savez qu'à Mavilliers, commune de plus de 10 000 habitants, un échantillon d'adresses correspondant à 8% des logements est recensé chaque année par sondage. Soit pour 2020, le recensement se déroulera entre le 16 janvier et le 22 février. Le recensement reste sous la responsabilité de l'État, enfin rien de nouveau de ce côté-là. L'État, cette année, pour 2020, nous versera un montant forfaitaire de 2 125 €. 2 agents recenseurs sur la ville de Mavilliers. Nous avons souhaité remonter un petit peu leur rémunération dans la mesure où c'est un travail difficile et fastidieux et qui est très important pour la ville. Donc avec une répartition... On était plutôt plus bas que les autres communes. Oui, on avait remonté déjà, oui, mais oui. On était encore trop bas. Oui. Donc une répartition de coûts sur les feuilles de logement, les séances de formation, enfin une indemnité forfaitaire, bref, du détail. Le tout pour arriver à une indemnité supérieure ou égale à 1 000 €, à peu de choses près. Net. Net, proche du SMIC, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est le rattrapage d'un retard important. Tout à fait. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions, interrogations? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Merci. Pour eux et pour nous, pour la vie. Pardon? Ça va être les deux mêmes personnes, oui. Mais, enfin, je pense qu'elles ont accepté tous les deux. On arrive au sport, Denise, pour une délibération. Là, il s'agit du syndicat intercommunal du parc et de la piscine des Gélies. Bon. Ça va? Non. Alors, On n'entend pas. bon, il va falloir le moyen de budget. Non, ça va pas être mieux parce que... Si. Peut-être si, ça va être mieux. Voilà, ça y est, ça va marcher. Voilà. On va y arriver. Tu ne vas pas être privé de parole, privé de micro. Je soupire. Bon, alors, vu l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du comité syndical en séance le 28 juin 2018 et la séance aussi du 29 novembre 2019 relative à la transmission du rapport d'activité 2017 pour la première séance du 28 juin 2018 et de 2018 pour la séance du 29 novembre 2019. Donc, il s'agit donc des rapports d'activité du syndicat intercommunal. Considérant que le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus, ou que le président du dit EPCI peut être entendu à sa demande par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Considérant que pour le rapport d'activité 2017, ce dernier n'a pas fait l'objet par omission d'une inscription à l'ordre du jour du conseil municipal après sa transmission, qu'il convient donc de régulariser cette situation. Donc il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de prendre acte de la transmission du rapport d'activité 2017 et 2018, du rapport 2018, voilà, rapport d'activité. Donc vous l'avez eu tous en document, oui, en annexe, sur le CD en annexe. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces rapports? Eh bien, juste qu'en 2017, il y avait à peu près 75 000 nageurs dans la piscine, qu'en 2018, pardon, il y avait un gros souci parce qu'on a eu un problème le 11 juin d'inondation, ce qui fait qu'on n'avait pas atteint le chiffre prévu de baigneurs. On était fermé 2 mois, donc il y avait à peu près 66 000 baigneurs à peu près. Et que cette année 2019 pourtant est très bonne, puisqu'ils pensent qu'on va atteindre les 90 000 baigneurs. C'est ce qui a été dit l'autre jour par les gens de Récréa qui gèrent la DSP. Voilà. Donc pour l'instant, apparemment, ça va bien. Voilà. La piscine tourne pour l'instant et on vous demande. Si vous avez des observations à faire, vous faites des rapports d'activité. On va essayer de prendre acte, oui, effectivement. Donc là, Denise vous a non seulement parlé du rapport d'activité du SIPPV, mais du rapport d'activité du délégataire, qui lui se voit au niveau du SIPPV. Hein, d'accord. J'ajoute donc dans cette voie qu'à travers ça, on a pu voir que s'il y a 25 à 26% des abonnés qui viennent de l'UC, qu'il y a 22% des abonnés qui viennent de Mavilliers, c'est pas très étonnant, mais il y a quand même 10% des abonnés qui viennent de Chartres, donc on voit que la piscine des Vaureaux intéresse aussi les Chartrins. C'est pas une piscine de proximité, pas seulement une piscine de proximité comme voulaient le voir même certains, et que si 22 et 25 plus 10, c'est loin de faire ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, au moins de 66 communes, et là c'est en termes d'abonnés, de l'agglomération. Et quant à la fréquentation, dont vous a parlé Denise, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a 10% des entrées publiques qui viennent en dehors de l'Eure-et-Loire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont donc certainement dans le cadre des vacances, etc. Mais là aussi, on voit que même dans le cadre des vacances, ça peut être des petits-enfants, mais pas seulement, je pense. Donc on voit bien que la piscine des Vaureaux n'est pas qu'un besoin pour Mavilliers et Lucé, sanitaire, ce qui nous a poussé à la réouvrir. Mais comme on le disait, il y a besoin d'une deuxième offre sur l'agglomération. Les chiffres le prouvent maintenant, et ça prouve complètement que nous avions raison de dire qu'il fallait 2 complexes sur l'agglomération avec 2 offres différentes. Et pour nous, ça aurait dû être géré par l'agglomération, vous savez, c'est parce que l'agglomération a refusé cette vision politique au niveau de l'agglomération que nous avons été amenés à réouvrir avec l'UC la piscine des Vaureaux sans avoir l'argent. Rappelez, c'est encore un autre problème, ça, que doit nous donner l'agglomération. Mais en tout cas, sur l'objectif politique que nous avions, les faits nous donnent raison. Donc, ça intéresse les Mavillois et les Lucéens, mais ça n'intéresse pas que les Mavillois et les Lucéens. Des questions? Non, il n'y a pas de... Oui, des questions, oui. Il n'y a pas de vote, mais il y a des questions peuvent venir. Non? Donc on prend acte, donc il n'y a pas de vote. Hein. On arrive à l'urbanisme. Là encore, en raison de l'absence excusée de Jean-Yves, pour raison de santé, c'est Michel qui rapporte. Donc nous entamons là 4 délibérations qui concernent la ZAC des Closeaux. Donc la délibération 25, donc là concerne le bilan de la démarche de concertation renforcée, préalable à la réalisation de la ZAC. Donc un rappel de quelques dates. En 2014, donc, il y a eu l'approbation du dossier de la création de la ZAC des Closeaux. En 2017, l'approbation de la modification du dossier de la création de la ZAC. En 2018, la désignation de la société Foncier Conseil SNC Nexity en tant qu'aménageur concessionnaire pour la réalisation de la ZAC. En 2019, donc, l'aménageur de la ZAC a été autorisé à mettre en œuvre sa démarche de concertation et de coélaboration préalable à la réalisation.
Une réunion publique le 7 mars 2019, un atelier de réflexion le 28 mars 2019, un second le 28 mai, et enfin la réunion de restitution du 9 juillet 2019. Donc au regard de cette démarche et selon un agenda précis et l'approbation des bilans de concertation, la concertation renforcée s'est donc déroulée comme prévu, avec une information du public, différents ateliers. Les conclusions de cette concertation donc ne sont pas de nature à remettre en cause le projet. Il vous est donc demandé d'approuver les conclusions de la concertation publique renforcée mise en œuvre préalablement à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Closeaux et d'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre toutes les formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet que nous avions vu en commission plénière il y a un mois ou plus d'un mois? On l'avait anticipé. Pas de questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Michel, c'est toujours un Donc point. la délibération 26 concerne là le programme des équipements publics de la zone. Donc l'aménageur de la ZAC, donc Nexity, se doit d'effectuer la prise en charge de l'ensemble des études nécessaires à l'élaboration et à la réalisation de la ZAC. Donc ces études ont permis d'aboutir à la définition du PEP, c'est-à-dire du programme d'équipement public à réaliser dans cette zone. Donc c'est un ensemble d'équipements et d'ouvrages publics qui sont nécessaires à la viabilisation, ainsi que des futurs terrains qui seront destinés à accueillir le programme des constructions. Ce PEP indique également les modalités de financement et de maîtrise d'ouvrage de ces équipements. Il comprend 2 annexes, la notice descriptive des ouvrages et les plans de principe des réseaux, eau potable, eau usée, électricité, etc. Il vous est donc proposé d'approuver le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone d'aménagement concerté ZAC des Closeaux, d'assurer la communication publique du programme des équipements publics et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à la bonne exécution. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Toujours pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Unanimité. Délibération suivante sur le même sujet. Donc sur le même sujet, ça concerne là le dossier de réalisation. Donc on vous précise que ce dossier de réalisation est composé de pièces suivantes. Donc le programme des équipements publics, le PEP, on vient d'en parler, le programme global des constructions. Donc il est rappelé dans ce programme que le périmètre de la ZAC représente une superficie totale de 3,48 hectares sur laquelle est prévue la réalisation du programme prévisionnel à vocation principale d'habitat, à savoir la construction d'environ 127 logements qui sont répartis de la manière suivante: 35% de logements locatifs sociaux, une trentaine de logements collectifs, en priorité l'accession à la propriété des seniors dans des logements adaptés, donc quelques terrains à bâtir destinés en priorité aux ménages primo-accédants sur des parcelles d'environ 275 mètres carrés. Le reste du programme, soit environ 45 unités, lui, est sous forme de terrain à bâtir libre de constructeurs de 350 à 450 mètres carrés en moyenne. La réalisation également d'un bassin ludique, la mise en œuvre d'un principe de piétonisation et de végétalisation, avec le positionnement du stationnement sur des aires aménagées pour environ 18 terrains. Il est précisé que les modalités prévisionnelles de financement échelonnées seront échelonnées dans le temps, qu'au fur et à mesure de l'avancement des tranches des travaux, qu'au titre de la ZAC, l'aménageur concessionnaire apporte une participation financière de 109 100 € hors taxe en vue de la création de l'équipement public communal d'un accueil de loisirs sans hébergement, l'île aux loisirs. Il est également rappelé que les constructions et aménagements réalisés dans la ZAC sont exonérés de la part communale de la taxe d'aménagement. Il vous est donc proposé d'approuver le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté ZAC des Closeaux si annexé, d'assurer la communication publique du dossier de réalisation et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches
et formalités nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Vous estimez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous exprimer? On le fait. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous continuons. Donc la délibération 28, donc ça concerne toujours les clauseaux avec le cahier des charges de cession de terrain et du cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales de la ZAC. Donc là, il vous est proposé d'approuver le cahier des charges de cession des terrains ainsi que son annexe, le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales portant sur la zone d'aménagement concerté, d'autoriser la publicité du cahier des charges de cession de terrain et du cahier des prescriptions architecturales et de définir en conséquence les modalités de publicité qui sont définies que vous avez sous les yeux et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires. Bah, il y a beaucoup de délibérations, mais c'est l'obligation de le faire ainsi. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? L'unanimité pour cette acte des clauseaux. Encore une dernière délibération là, concernant. Donc là, il s'agit d'un avenant numéro 1 au traité de la concession de la ZAC. Donc là, ça concerne le chiffrage estimatif des travaux qui doivent être ajustés, donc entraînant en conséquence une évolution des modalités financières de l'opération. Donc il est désormais nécessaire de procéder à une actualisation. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 au traité de concession d'aménagement relatif à la zone d'activité concertée des clauseaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires. Merci. Toujours pas de questions, je suppose. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Unanimité donc. Dernière délibération, donc sur un autre sujet, sur la directive paysagère. Donc là, c'est un projet de la préfecture, enfin, piloté par la préfecture. Donc là, effectivement, la délibération 30, donc avec la mise en valeur des paysages destinés à préserver les vues sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Donc là, on vous rappelle que la directive paysagère est un outil réglementaire issu de la loi paysage du 8 janvier 1993, destinée à protéger les paysages remarquables et qu'elle s'élabore en concertation avec les collectivités locales, qu'elle a pour objet de préserver les vues proches et lointaines sur la cathédrale, que les principes de protection qui s'y appliquent jusqu'à 30 km et sur 360 degrés vont orienter le développement du territoire en maintenant la silhouette de la cathédrale dans l'horizon par un encadrement des hauteurs des constructions et des plantations, une aire d'exclusion des objets de très grande hauteur, un encadrement des implantations des nouveaux pylônes, la mise en place d'une palette chromatique limitant l'impact visuel de certaines constructions et la définition d'une meilleure maîtrise du végétal. Donc, considérant que la commune de Mavilliers est concernée par la directive paysagère, puisque son territoire se situe dans le périmètre de la cathédrale de Chartres, il vous est donc proposé de vous prononcer sur le projet de directive de protection et de mise en valeur des paysages destinés à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres, d'autoriser Monsieur le maire à transmettre l'avis du conseil municipal auprès de l'autorité préfectorale du département d'Eure-et-Loir, ainsi qu'auprès de tous les tiers qui le jugera utile. Merci. Est-ce qu'il y a... On a évoqué un peu en commission plénière, un sujet évidemment important, et qui fait maintenant plutôt consensus, alors que, comme ça a été souligné en commission plénière, par M. Delarue, je crois, au début, il y a 15 ans, ça ne faisait pas consensus, ça le fait maintenant. Vous notez, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Oui, c'est ça, très bien. Qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, c'est pas de confusion, j'allais préciser. Voilà. Merci.
Un point d'information pour terminer, correspondant au document de valorisation financière et fiscale 2018, qui est venu nous commenter M. Valorio. Quand je dis nous commenter, c'est à notre DGS Patricia Moud et moi-même. Je vais vite, mais parce qu'en fait, c'est un document qui est assez semblable à celui de l'an dernier, dans ses conclusions, oui, données et conclusions, merci. On peut le projeter quand même, essentiellement pour le public ici présent, voilà, merci. Là, on fait page l'une après l'autre, hein, puis je commente très vite chaque page. Là, on est aux recettes de fonctionnement. Comme voilà, on le sait, nos recettes sont inférieures de 17,2% à celles des communes de sa strate départementale. On est donc à 1363 €. Et cette voilà, donc 17,2%, donc. Et quant en matière fiscale, elles sont inférieures de 22,3%. En matière fiscale, ça veut dire donc au niveau des bases. Les dépenses de fonctionnement, derrière, là, ces dépenses, elles sont inférieures là aussi de 22,3%. Alors c'est exactement le même pourcentage, hein, ça se trouve, hein, ça aurait pu être autre chose, de moins que les communes de sa strate. Donc ça veut dire qu'on est moins riche ou plus pauvre, comme vous voulez, que la moyenne, mais on dépense aussi moins que la moyenne, ce qui nous permet d'avoir évidemment un budget équilibré et de pouvoir autofinancer. Parce que si on dépensait davantage en fonctionnement que nos ressources le permettent, eh bien, on serait obligé d'emprunter. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. L'autofinancement brut, il est toujours très bon, hein. Il s'est même amélioré. Il est en progression de 17,4% par rapport à l'année dernière. Il représente presque 20% du total des recettes de fonctionnement. Dit autrement, sur 5 €, on en dépense 4 en fonctionnement et 1 en investissement, ce qui est remarquable, a dit M. Valorio. Des opérations d'investissement, à mon sens, il n'y a rien à signaler de particulier. On continue avec le financement des investissements. Là aussi, à mon sens, rien de particulier à signaler. Bon, ça donne des informations que nous n'avions pas forcément les années précédentes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs années, de voir l'évolution. On arrive au bilan. Il est indiqué que la commune présente une situation patrimoniale très saine, hein, donc il y a un fonds de roulement qui est satisfaisant, et on dit qu'en conséquence, la commune dispose d'une trésorerie égale à 4 297 000, ce qui lui permet de financer 119 jours de dépenses de fonctionnement, soit environ 4 mois, et que ce niveau est tout à fait confortable. En gros, il ne faut pas être en dessous de 2 mois, donc vous voyez, on est presque double, de 2 à 3 mois, on est presque double de ce qui est souhaitable, en termes de fonds de roulement, en termes de trésorerie. L'équilibre financier du bilan, donc il n'y a pas de problème, enfin rien à signaler de particulier. L'endettement, plus loin, on le sait, on est peu endetté, mais on sait aussi que c'est heureusement qu'on est peu endetté parce qu'on a un très gros projet et que ce projet demandera nécessairement de faire des emprunts et sans aucun doute augmentera l'endettement de la commune, ça ne peut pas être autrement. Mais voilà, quand on fait des investissements qui ont vocation à durer sur une durée importante, c'est-à-dire plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, il est tout à fait normal d'emprunter et d'avoir un taux d'endettement plus important. Et représente actuellement seulement 7 mois de recettes de fonctionnement, ce qui est un niveau confortable, dit M. Valorio. Plus loin, les éléments concernant la fiscalité directe locale, voilà, une comparaison des bases, il n'y a rien de particulier à signaler pour ne pas être trop long sur le sujet. Sur les taux, il est dit que la commune pratique des taux inférieurs en matière de TH, mais par contre dispose d'un taux supérieur en matière de foncier bâti. Donc vous voyez, inférieur d'un côté, supérieur de l'autre, donc ça veut dire qu'on est dans la moyenne en gros. En tout cas, on est dans la moyenne des communes de l'agglomération, comme on l'a
vu plusieurs fois déjà. Hein. Et ensuite, sur les éléments concernant les dotations, alors la DGF, là, évidemment, on voit que la DGF a diminué, mais pour le coup, la trésorerie ne fait pas apparaître la DSU, et ne fait pas apparaître le fait que la DSU a augmenté, au moins dans les mêmes proportions que la baisse de la DGF, ce que je vous disais tout à l'heure. Et au final, donc, la conclusion, voilà, la commune de Mavie a connu un très bon exercice 2018. Le principal enseignement provient d'une amélioration de sa maîtrise de son exploitation. En effet, cette dernière a vu sa CAF. Alors, CAF, c'est pas la CAF. C'est pas la CAF qui. C'est la capacité d'autofinancement brut, progresser de 17% au cours de cet exercice, et sa CAF, capacité d'autofinancement net, de 18%. Cette évolution a été rendue possible grâce à une baisse des dépenses et une progression des recettes de fonctionnement, donc pas d'effet ciseaux auxquels sont confrontés un certain nombre de communes. Elle présente toujours une situation patrimoniale très équilibrée avec un fonds de roulement élevé qui permet de financer aisément les besoins en financement du cycle d'exploitation et de générer une trésorerie de 4 297 000 qui lui permet de financer 4 mois de dépenses, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui permet d'éviter de faire face à des problèmes ponctuels d'insuffisance de trésorerie. L'endettement de la commune est bien maîtrisé, le capital restant dû à la fin de l'exercice ne représente plus que 7 mois de recettes de fonctionnement. Les frais financiers supportés annuellement par la commune par rapport aux communes de sa strate administrative sont inférieurs de 90%, c'est faible endettement. Donc au regard de la situation présente, tout recours au financement bancaire ne posera pas de problème dans l'avenir. La seule petite difficulté relevée tient dans l'existence de faibles marges de manœuvre en termes de fiscalité. Il veut dire par là qu'il n'y a pas une grande possibilité d'augmentation des impôts, mais ce n'est pas forcément la volonté actuelle. Moi, on ne l'avait pas eu durant ce mandat. Et encore une fois, si on a cet handicap, les communes avoisinantes non, puisque je vous dis qu'on est à peu près dans les mêmes valeurs de taux d'imposition. Voilà pour ce commentaire rapide. Pas de réaction spécifique. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous.